BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Voilà, on est de retour, midi 21, c'est donc le directeur général adjoint de Transavia, la low cost d'Air France-KLM qui est avec nous, Nicolas Hénin. Bonjour Monsieur Hénin. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors l'été s'est bien passé d'une manière générale pour les compagnies aériennes. Pour vous aussi, vous nous annoncez 1,6 million de passagers, c'est ça, transportés sur juillet-août. C'est 2 fois plus qu'en 2020 et quasiment égal à l'été 2019. Voilà, c'est ça, un chiffre qui vous rassure quelque part, Nicolas Hénin, comment vous... C'est ça, c'est encourageant, ça s'est très bien passé cet été. On partait d'assez loin, si on se rappelle le contexte, parce qu'on a très peu volé sur le début de l'année 2021. Encore beaucoup de restrictions de trafic, etc. Nous, notre ambition, c'était justement de revenir dès le mois de juillet à un niveau qui était celui d'avant-crise, de juillet 2019. Et la première satisfaction, c'est qu'on a réussi ce pari, puisqu'on a fait voler le même nombre de sièges qu'en 2019. Et la deuxième satisfaction, c'est que le trafic a suivi. Ça, c'était important. Et on arrive à un nombre de passagers transportés qui est quasiment au niveau de celui de juillet-août 2019, avec des taux de remplissage qui atteignent à nouveau 80%. Mais c'est ça, vous êtes à 80%, ce qu'on n'avait pas vu depuis mars 2020. Apparemment, ça jouait tard, les réservations, mai-juin, quand les premières mesures de déconfinement étaient annoncées, c'est là qu'il y a eu un grand élan finalement. Exactement. Alors en fait, quand on regarde la sortie du confinement, début mai, sur les mois de juillet-août, on était à 10% de remplissage. D'accord. Sur une saison normale, on aurait dû être à 35-40. Donc on partait très très loin. Et on a réussi quasiment à tout rattraper sur les 2 mois, avec vraiment une très très grosse activité de réservation à partir de la mi-mai et qui s'est accélérée au mois de juin. Là, ça a décollé. Alors certains disent oui, mais il faut voir aussi que les compagnies low cost par rapport aux grandes compagnies aériennes traditionnelles ont bénéficié de la réouverture des frontières dans pas mal de pays d'Europe. Donc c'était logique quelque part qu'elles repartent assez vite, contrairement aux autres compagnies comme Air France, effectivement, qui sont toujours barrées par les restrictions du côté des États-Unis, du côté de l'Asie. Bon, voilà, c'était attendu peut-être que les low cost repartent plus vite que les autres compagnies, non, Nicolas Hénin? Oui, en fait, on avait la chance d'être positionné sur le marché, le segment qui est reparti le premier. Voilà, c'est ça, c'est vrai que ce qui a été déterminant, c'est la liberté de circulation en Europe pour les personnes vaccinées, avec vraiment une lisibilité qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et ça a beaucoup dopé le trafic à l'intérieur de l'Europe, effectivement, d'autant plus que d'autres destinations plus lointaines n'étaient plus accessibles. Donc on a eu un gros report sur des destinations comme la Grèce, comme l'Espagne. Et ça, c'est vrai que ça nous a beaucoup bénéficié cet été. Et là, certaines compagnies disent attention, au lendemain de l'été, les choses vont redevenir plus difficiles. Est-ce que là, sur le premier jour de septembre, là, sur l'arrière-saison, vous avez des chiffres, des tendances, effectivement? Est-ce que le soufflet retombe un petit peu ou pas tant que ça finalement? Alors c'est vrai que ça reste très incertain parce que comme vous l'avez dit, les réservations elles sont très tardives. On n'a pas beaucoup de visibilité sur les mois qui viennent. Là on a une demande de dernière minute qui est très forte sur le mois de septembre, qui s'exprime depuis 10 jours là, donc c'est vraiment très très récent. Mais on voit qu'il y a un gros dynamisme sur les mêmes destinations qui ont marché cet été. Donc on pense là que le mois de septembre finalement va être bon, va être un peu dans la lignée de ce qu'on a vu sur les mois de juillet-août. Le mois d'octobre avec les vacances de la Toussaint, on est aussi assez confiant. La question et l'incertitude, c'est ensuite derrière pour l'hiver. C'est ça. Ryanair nous dit par exemple, on est très inquiet pour l'hiver, qui est de toute façon traditionnellement pas une saison assez basse finalement. Qu'est-ce que vous dites pour l'hiver là? Ça reste exactement, on voit qu'on a été beaucoup dopé par le tourisme balnéaire, par exemple cet été. Bon, c'est plus compliqué d'aller à la plage en Grèce au mois de décembre, donc il va falloir qu'on trouve d'autres relais de croissance. On va miser sur des destinations avec des nouvelles destinations qu'on a ouvertes de type plus ce qu'on appelle city break, où les gens vont commencer à revoyager dans les capitales européennes pour des motifs de passer des week-ends culturels, etc. Ça, on sent que ça reprend un petit peu au mois de septembre. C'était plutôt délaissé jusqu'à présent. Et c'est vrai que nous, on va miser là-dessus avec des destinations comme Rome, comme Berlin, comme Stockholm. Et c'est ça qui va faire, le trafic vers ces destinations va faire qu'on réussit ou pas notre hiver. Mais c'est vrai qu'on a encore une incertitude. Il y a une incertitude, mais c'est vrai qu'il y a des ambitions malgré tout, ce qui n'est pas le cas de toutes les compagnies. Vous dites, nous, on va continuer d'ouvrir des destinations. Vous me parlez de Rome, de Berlin, de Stockholm. Il y a Cracovie aussi. Et puis, vous ouvrez des liaisons de Paris vers l'Algérie, Alger, Oran, Constantine, Lyon, Alger, Montpellier, Alger, voilà. C'est combien de destinations aujourd'hui, Transavia? C'était à peu près 150 cet été. 150 cet été. Et l'objectif, c'est d'aller à combien, là, à court moyen terme, court terme? L'objectif, c'est de continuer la croissance. C'est un objectif qu'on avait déjà avant la crise. On était sur une trajectoire de croissance. C'est aussi la stratégie du groupe Air France-KLM de positionner Transavia encore plus, parce qu'on est sur un marché qui est dynamique, avec une demande qui croît et un modèle rentable. C'est un pari. Vous êtes d'accord que c'est un pari, mine de rien, dans le secteur aérien aujourd'hui, de dire on va continuer à croître, ne
sachant pas où l'épidémie va nous emmener finalement. Sur le court terme, oui. Oui. Sur le long terme, les fondamentaux sont là. Exactement, les fondamentaux sont là. On pense que la croissance, elle est solide, donc elle reprendra. Après, effectivement, toute la question, c'est où est-ce qu'on met le curseur et comment on cale cette reprise en fonction de la reprise de la demande. Nous, on ambitionne de croître à nouveau dès cet hiver. Voilà. Évidemment, en fonction de comment la demande va se comporter, on ajustera. Mais en tout cas, l'objectif qui nous est donné par le groupe, c'est bien de reprendre la croissance le plus rapidement possible. Avec plus de destinations, avec une flotte plus conséquente, c'est 50 appareils aujourd'hui, Transavia. Et Ben Smith a annoncé il y a quelques mois qu'il passait une commande de 160 appareils dont vous allez récupérer, je sais pas, une partie, une grosse partie, une petite partie. Vous avez des engagements déjà à ce niveau-là? C'est pour l'ensemble des compagnies du groupe. C'est un appel d'offres qui est piloté par le groupe. Mais c'est vrai que compte tenu de la trajectoire de croissance qu'on ambitionne, oui, il y aura une partie qui ira pour le développement de Transavia France. Développer les destinations, c'est développer davantage à l'extérieur des frontières françaises ou aussi sur le réseau français, Nicolas Hénard? C'est les deux. Le marché intérieur français, c'est un marché qui est nouveau pour nous, qu'on a débuté à l'automne 2020. C'était 26 lignes quand même cet été au mois de juillet-août, donc on commence à avoir un réseau assez important. Et c'est vrai qu'on a des destinations là qui marchent bien. Je prends l'exemple de Toulon par exemple, où on a transporté plus de passagers entre Orly et Toulon en 2021 qu'en 2019 quand c'était opéré par Air France. Donc il y a des marchés qui restent dynamiques. La majeure partie de notre développement, ça sera vers l'Europe, le bassin méditerranéen. Mais on a aussi une partie intérieure française qui, en complément, restera importante. Est-ce que vous n'avez pas un défi aussi qui est de rattraper EasyJet, qui lui est peut-être plus implanté en région, plus que vous ne l'êtes, je parle de la France bien sûr, plus que vous ne l'êtes vous aujourd'hui. Voilà. Est-ce que Transavia ne souffre pas encore d'un déficit de notoriété, peut-être trop catalogué comme compagnie parisienne, voilà, finalement, avec peu de bases en région? Est-ce que c'est aussi ça le défi qui vous attend? C'est vrai, on a démarré plus tard, hein, donc effectivement, là, l'enjeu c'est de rattraper. Mais eux disent, nous n'avons pas de slot à Orly, ce qui est le cas de Transavia aujourd'hui. Voilà ce que répond EasyJet aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a Orly est notre base principale. C'est là où on a la plus grosse partie de notre offre. On s'est développé, on continue à se développer en région. On a une base à Nantes, à Lyon, et on a ouvert Montpellier l'année dernière. Donc, voilà, le développement, il continue. Nous, notre ambition avec le développement, c'est effectivement de se développer aussi dans les régions. On a d'ailleurs, quand on parlait de réseau intérieur français, on a ouvert beaucoup de lignes au départ de Brest cet été, vers le sud-est de la France, vers la Corse, qui ont très bien marché. Donc on voit qu'au fur et à mesure, l'idée, c'est aussi pour nous d'augmenter la couverture sur le territoire national. Et justement, alors augmenter la couverture sur le territoire national, mais aussi européen, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous allez, à moins que ça ne soit déjà le cas, peut-être cannibaliser quelques-unes des destinations phares d'Air France, la maison mère d'Air France KLM, quand vous allez vous attaquer à des grandes destinations comme Nice, Marseille, Bordeaux, Lyon, pour ne citer que celle-là? Est-ce que ça pose pas un problème, ça, à un moment donné pour... Nous, on voit ça comme complémentaire, notamment au départ de Paris, où il y a beaucoup de destinations qu'on dessert, Air France et nous. On a des typologies de trafic qui ne sont pas forcément les mêmes. On est sur des aéroports qui sont différents, hein, Roissy pour Air France et Orly pour nous. Et l'objectif, c'est vraiment d'augmenter la part de marché du groupe. Donc finalement, dans un marché qui est en croissance, de prendre la part la plus importante possible de cette croissance. Voilà, avec des vraies complémentarités sur des segments qui sont complémentaires. Donc le low cost pour Transavia, avec quelque chose d'accessible à une clientèle qu'Air France ne touchait pas forcément. Et à contrario, une clientèle affaires, etc., qui est très fidèle à Air France, qui est très fidèle à la marque et qui va continuer à remplir les avions. Donc objectif pour vous, développer des bases en France, peut-être développer des bases en Europe. Certains disent c'est peut-être ce qui manque à Transavia par rapport à EasyJet, c'est d'avoir des bases en Europe pour opérer et faire de Paris un hub de connecting avec Air France finalement. Voilà. Est-ce que c'est pas aussi un des enjeux pour votre société dans les... Oui, ça pourra l'être dans un deuxième temps. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'on a déjà beaucoup de choses à faire sur le territoire français, beaucoup de place à prendre, beaucoup de développement à faire. On a déjà une feuille de route qui est très chargée. Après, si le succès est au rendez-vous et que le développement se confirme, on pourra regarder d'autres choses. Transavia, donc né en 2006, qui était bénéficiaire dès 2017, donc 10 ans après sa naissance, bénéficiaire en 2017, 2018, 2019. L'année 2020, malheureusement, il y a eu des pertes, je crois, aux alentours de 300 millions d'euros pour cette année. Est-ce que vous savez un petit peu où est-ce que vous allez vous situer sur l'année 2021 aujourd'hui? Ça sera, alors je ne peux pas vous donner les prévisions de chiffres, ça restera une année difficile. Parce que les 6 premiers mois ont été très difficiles. En avril encore, on volait seulement à 15% de nos capacités. Hein. On a un peu oublié aujourd'hui, mais l'année 2021 sera très difficile. L'objectif, là on a 2 mois qui ont été bons, juillet-août. On pense que septembre va encore être bon. Donc l'objectif, c'est vraiment de capitaliser sur cette demande qui revient, qui semble se normaliser, pour reprendre une trajectoire à nouveau qui soit bonne pour 2022. Le retour à la normale du secteur aérien pour vous, Transavia, certains disent 2023, 2024, vous situez où le curseur, vous, aujourd'hui? On
espère 2022. On espère 2022, ouais. En tout cas sur nos marchés européens. Ouais. L'Afrique du Nord, même si c'est un petit peu plus incertain, là aussi tout va dépendre de la rapidité de la vaccination, de la vitesse avec laquelle on pourra aussi mettre en place des genres de passes sanitaires un peu plus larges qu'en Europe pour que les gens puissent voyager, et la visibilité pour acheter des billets. Ça sera probablement plus facile sur notre réseau en Europe et sur le bassin méditerranéen que sur d'autres destinations plus lointaines. Donc nous, on espère qu'en 2022, on revienne à une situation qui soit un peu normalisée. On vous le souhaite, et on le souhaite pour Transavia avec de nouvelles ouvertures. Transavia qui a toujours de grandes ambitions au sortir de cette crise. On le souhaite en tout cas. Merci beaucoup Nicolas Hénin. Merci à vous. Merci d'être venu voir, le directeur général adjoint de Transavia, la low cost d'Air France KLM, avec nous sur BFM Business. Merci infiniment.